Guinée Info, l'été du journal, le président de la République est à Davos. Professeur Alpha Condé présente la politique minière de la Guinée et les opportunités d'investissement. Les échos, c'est dans Guinée Info. Et puis le virus Ebola recule en Guinée. Le chef de mission des Nations Unies l'a constaté lors de son périple dans l'arrière-pays. Enfin, la culture et la tolérance au service du développement. C'était au centre des débats du Martin Luther King. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la une de ce journal. Le chef de l'État est actuellement à Davos. Et ce matin, sur l'invitation du WEF, entendez World Economic Forum lors d'une plénière. Le président Alpha Condé a présenté la politique minière de la Guinée, la volonté de son gouvernement de finir avec l'épidémie d'Ebola dans 60 jours. Sanassi Keita, envoyé spécial. Invité à un atelier consacré aux infrastructures minières, le président de la République a bien voulu rehausser de sa présence pour expliquer clairement sa politique minière en Guinée. Le thème retenu, c'était comment faire en sorte que les compagnies, les investisseurs unissent leurs efforts pour construire et utiliser les mêmes infrastructures pour réduire les coûts. Donc le président, le message qu'il a passé à cet atelier, c'est de dire que le gouvernement a actuellement un schéma directeur des infrastructures minières qui tend à encourager les compagnies à travailler ensemble, mais faire en sorte que toutes les compagnies qui sont sur le même corridor puissent utiliser leurs efforts pour pouvoir construire ou utiliser le chemin de fer existant ou à construire. Il a indiqué que c'est ce qui se passe déjà dans le corridor de l'Anaïm avec CBG, GAC et Roussal. Et c'est également ce que nous souhaitons faire dans le corridor de Simandou, où toutes les compagnies qui sont dans le corridor sud-est pourraient également utiliser ce chemin de fer en construction. Plusieurs personnalités se sont aussi entretenues avec le chef de l'État, ici à Davos. Des entretiens portés surtout sur la maladie à virus Ebola. L'objectif est de trouver des voies et moyens rapides pouvant permettre d'accompagner le plan Ebola 0 du gouvernement en 60 jours. Il a été question de lutte contre Ebola. D'abord, sortir le pays de l'Ebola et ensuite essayer de bâtir un plan de relance. Bonsoir. Bonsoir. Une fois encore, merci de la fidélité à votre émission sur les arts et la culture. Pour votre nouvelle livraison, nous avons sur ce plateau Monsieur le ministre de la Culture. Il porte beaucoup de casquettes puisqu'il est écrivain, poète, dramaturge et professeur de danse. Monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir Club, bonsoir M. Sano. Voilà, je crois qu'on a donné le clap de départ et nous allons commencer d'abord par faire, si vous voulez, un petit bilan. Depuis que vous êtes en charge de la culture et du patrimoine historique, sur le plan des arts, le théâtre, le cinéma, le ballet, sur le plan des lettres et puis sur le plan du patrimoine. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que j'ai beaucoup de casquettes. Je n'ai qu'une tête, mais ma tête est assez large pour porter plusieurs casquettes. Il y a quelques confusions qu'il faut éliminer au départ. Quand on dit en Guinée culture, c'est ceux qui écrivent. Art, c'est le tam-tam et la danse. C'est les deux ou les trois ou les quatre vont ensemble. La culture, c'est ce qui recouvre l'essentiel de l'être humain. L'Africain se définit essentiellement par son identité culturelle. Seuls d'aucuns, les philosophes, définissent la culture comme ce qui reste quand on a tout oublié. Je préfère la définition de Kizerbo qui dit que pour l'Africain, la culture, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien à manger. C'est plus important. Donc ça veut dire que l'Africain se définit, se détermine, communique à l'humanité par sa culture. Donc c'est la seule chose qu'on ne doit pas abandonner, qui doit nous rester. Ce que nous avons à offrir aujourd'hui, d'essentiel, de pur, qui nous appartiennent profondément, c'est la culture. C'est pourquoi on dit souvent que la culture, c'est la carte d'identité d'une nation. Absolument, c'est la carte d'identité d'une nation, c'est le miroir, c'est l'ambassadeur, c'est l'image d'une nation. C'est parce que la culture se repose sur ce que j'appelle
notre identité culturelle. Quand vous allez à Washington, à Honolulu, au Monomotapa, au Japon, vous voyez un Africain, un Guinéen. Qu'est-ce qui vous amène à dire celui-là c'est un Guinéen? Non, c'est un Malien, non, c'est un Sénégalais. Parce que vous avez une identité, une spécificité que seul vous avez, avec vos compatriotes. Et ça, si on la perd, on a deux bras, deux jambes, une tête, on parle, mais on est un être hybride. Je dis l'Africain, l'homme de manière générale se définit par sa culture, par son identité. Mais encore plus pour l'Africain, parce qu'on vit par et pour la culture. Il y a un imbé d'éléments de flocons culturels. Alors, M. Cissé, il y a de cela 2 ans, vous êtes en charge de la culture. Je reviens sur la question. Et si on vous demandait de faire un bilan? Oh là là, quand on dit bilan, ça veut dire qu'on vous a confié un programme, un projet. Oui. Et on vous a donné les moyens pour réaliser ce projet. Bon. Alors, si on pose le problème de cette manière-là, on m'a mis en me donnant en charge de la culture, je suis en charge de la culture du professeur Alpha Condé. Les moyens, c'est les moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers. Mais ça, c'est général d'ailleurs. Quand on dit culture, les allocations budgétaires pour la culture, c'est souvent insignifiant. Naturellement, on suppose que la culture n'est pas rentable, la culture ne rapporte pas. C'est là où tout est faussé. Parce que la culture rapporte. La culture peut beaucoup rapporter, la culture peut générer beaucoup de ressources. Mais c'est un domaine dans lequel il faut investir au départ et à long terme. Ce n'est pas la culture du manioc. Vous plantez 6 mois après vous récoltez, non. La culture, comme je l'entends, comme vous le dites là, c'est un investissement dans lequel on met beaucoup de... Enfin, un peu, vous mettez vous récoltez 1 milliard. Le bilan, vous avez dit des bilans. Bon. J'ai trouvé mon département, vous voyez où on est situé. D'ailleurs, les étrangers me disent, mais c'est ça le ministère de la Culture. Mais bon, effectivement, quand tout à l'heure on disait, la culture, c'est l'image d'un pays. Le bâtiment, j'espère qu'au début de cette année, 2013, que je proclame année de la culture, avec le président Alpha Condé, nous allons pouvoir déménager. Le bilan, j'ai trouvé un ministère qui était rattaché le plus souvent à l'éducation, à la jeunesse, à l'éducation, au sport. Mais nous avions convaincu le président Conté de mettre un ministère autonome en charge de la culture. Il a initié et les militaires ont le CNDD l'a maintenu. Mais les moyens mis à la disposition de ce ministère étaient juste les moyens existentiels, c'est-à-dire le budget de fonctionnement et quelques broutilles pour faire quelques festivals. Or, si on dit que la culture englobe tout, l'essentiel du budget devrait être mis à la disposition de la culture. Pas pour donner des dividendes aux chanteurs, aux danseurs, aux écrivains, aux photographes, aux cuisiniers, aux modélistes, aux stylistes, parce que tout ça fait partie de la culture. Mais pour initier un projet culturel, pour identifier des objectifs à atteindre sur le plan du mental, sur le plan de la projection de notre société, de notre groupe sur l'avenir. Parce que la culture, c'est aussi l'histoire. C'est le ministère de la culture et du patrimoine historique. Tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été créé par nos ancêtres, et dont nous avons hérité, et que nous devons préserver et transmettre. Je ne peux pas dire... parce que mon bilan n'est pas palpable. Et le ministre des Travaux publics peut dire j'ai fait des routes. Le ministre des Mines, j'ai creusé des mines, il y a des mines partout. Le ministre de la Pêche, le poisson que vous mangez le soir, le bonga, le concoy. Le ministre de la Culture, le plus souvent, ce n'est pas palpable. Mais vous avez quand même constaté que depuis 2 ans, il y a un frétillement, les aspects de la culture, la chanson, les trophées qu'on rapporte, nos chanteurs qui vont à l'extérieur, qui rappellent avec le trophée. Il y a une émulation, un frétillement de la culture. Nous avions beaucoup de projets. Par exemple, le Festival des Arts, par exemple, identifier le patrimoine historique à l'intérieur du pays. Dans ce cas, il fallait, j'ai proposé qu'on recrute de 500 étudiants pour qu'ils aillent à l'intérieur du pays pour détecter tous les sites du patrimoine historique. Lesquels sites deviendraient plus tard des sites du tourisme culturel. J'avais envisagé aussi de mettre la musique, la poésie à l'école,
Pour cela, j'ai créé un petit groupe de poètes, en fait, un récital de poésie dit par les enfants. Plusieurs spectacles ont été donnés. Et puis, parce que quand on dit culture en Guinée, les autres nous considèrent comme un pays modèle, un pays d'inspiration, un pays de culture. De référence. De référence. Oui. Donc mon souci et ma préoccupation, c'était de maintenir la Guinée à ce niveau-là. Mais vous savez, le premier régime avait mis la Guinée au zénith des célébrités mondiales sur la culture. Donc mon projet, c'était faire revenir la culture à un niveau qui puisse qui puisse donner à la Guinée ce modèle d'inspiration, ce modèle de création, qui puisse donner à la Guinée l'image du pays dans lequel on vient pour s'inspirer, pour aller développer ailleurs ce qu'on a trouvé en place. Donc, je dis, mon bilan ne peut pas être palpable, mais vous constaterez seulement qu'on parle de plus en plus de culture, on parle de plus en plus de chansons, on parle de plus en plus de théâtre, on parle de plus en plus de victoires culturelles, puisque je dis beaucoup de trophées ont été rapportés depuis des ans. Je peux donner même un exemple. Hein. Le Théâtre National a remporté le prix du meilleur texte écrit par vous-même, et puis il y a le prix de la meilleure représentativité. Absolument. Alors, M. Cissé, toujours par rapport au bilan, il y a... Dans le cadre du patrimoine, bien sûr, il y a le dossier Bérédou Amana, il y a le dossier Niani, il y a également le Sosobala. Où nous en sommes aujourd'hui? Le Sosobala est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons deux objets, deux choses qui sont classées au patrimoine mondial, le mont Nimba et le Sosobala. Alors qu'on a une dizaine, même une vingtaine d'objets, de choses que nous voudrions mettre au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on y gagne? Mais vous savez, ça a la propriété universelle. C'est une richesse qui appartient à l'humanité. Ah, ok. Par exemple, quand je vois au Mali les rebelles détruire Gao, les tombeaux célèbres, ça c'est des sites qui appartiennent à l'humanité. On n'a pas le droit d'y toucher. Le mont Gangan doit être protégé. L'UNESCO participe à la préservation de cette richesse. C'est ce qu'on y gagne parce que d'abord les touristes viennent visiter tout ce qui est site historique. Vous avez les pyramides d'Égypte, construites d'ailleurs par nos ancêtres, les gens ne le savent pas, mais les pyramides d'Égypte, des milliers de gens viennent pour visiter ces sites-là. Ça rapporte de l'argent. Donc le Sosobala, il nous reste à construire l'abri. L'UNESCO a donné un financement pour le maintien de Sosobala, mais la Guinée a le devoir de construire l'abri de Sosobala. Ça doit être fait. Le Bérédou Amana, c'est un espace. C'est les mares. La mare de Baro, par exemple, fait partie de l'espace Bérédou Amana, qui a été identifié comme espace culturel à conserver, à préserver. Naturellement, vous voyez, vous avez montré à la télévision, des gens en train de pêcher la mare de Baro une fois par an. Ce n'est pas le poisson qu'on prend, c'est le modèle, c'est un modèle historique, c'est un modèle de préservation de notre mémoire historique. Et cet espace-là, nous sommes en train de faire un dossier pour qu'il soit classé patrimoine universel de l'UNESCO. C'est-à-dire que ça appartiendra à l'humanité entière. Nous aurons le devoir de le préserver, l'espace Bérédou Amana. Il y a d'autres espaces, le Niani par exemple, Niani. Qui sait que Niani, c'est la capitale du Mali? Mais qui sait que Niani se trouve en Guinée? Aujourd'hui, si vous allez Niani, il y a des petites bourgades, et les Américains nous ont donné une subvention pour aménager le site de Niani, afin que les chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui viennent du monde entier pour qui veulent savoir ce qui s'est passé entre Souniata Keita et Soumaoro Kanté, l'ère de Souniata Keita. Ils veulent découvrir la capitale de l'Empire du Mali. Et les Américains vont nous permettre d'aménager ce site-là. Et plus tard, ça deviendra un site touristique. D'accord. Mon collègue du ministère du Tourisme est en accord avec moi. Nous allons créer une synergie afin que tous ces sites-là, il y a aussi la Dame de Mali, ou l'homme de Mali, parce qu'il paraît que la position que l'on prend, selon que vous êtes au sud ou au nord, c'est la femme
pour l'homme. D'accord. Bon, c'est une belle histoire. Oui. J'ai fait des écritures. C'est une très belle histoire. Si on aménage cet endroit-là, ça peut amener du monde entier, les gens viennent du monde entier, parce qu'on dirait que les hommes ont sculpté le visage d'une femme, le visage d'un homme. Plutôt, je préfère le visage d'une femme, parce que l'artiste que je suis adore la beauté, et c'est la femme qui est belle, adorable. Donc, si on peut aménager cet espace-là, nous pouvons créer des sites touristiques, et ça va ramener beaucoup de ressources, créateurs d'emplois. C'est des sites qui vont être créateurs d'emplois. Ok. Et les musées? Ah, les musées. D'abord, est-ce que vous allez au musée? Oui. Ah bon, heureusement. L'Africain ne sait pas que fréquenter un musée, c'est aller à la recherche de son histoire. Nous avons le musée de Sandawalia. Nous avons le musée de Kissidougou, le musée de Zérékoré, musée régional. Nous avons le musée Fortien de Bokeh. Oui. Heureusement, c'est encore grâce à l'ambassade des États-Unis, nous avons aménagé le musée Fortien de Bokeh, un endroit qui peut être maintenant, qui est visitable, que les touristes peuvent visiter aujourd'hui pour découvrir, parce que c'est un endroit où les esclaves étaient enfermés, et il y a tout un canal dans lequel ils passaient pour aller à l'embarcadère où les chaloupes, les bateaux, les frégates les prenaient pour les amener dans les Amériques. Donc le musée de Bokeh est aménagé. Il reste le musée de Sandawalia que nous voudrons embellir, agrandir, le rendre attractif et inciter les Guinéens à visiter leur musée. C'est là où vous avez votre histoire, où vous avez la mémoire de vos ancêtres, où vous avez la quintessence de votre culture. Monsieur Sano, je suis content que vous soyez quelques-uns de ceux qui visitent ce musée, mais il faut que les téléspectateurs, les enfants de lycée, aillent une fois par semaine visiter ce musée et poser des questions. Parce que les enfants qui sont nés à Conakry, qui ne connaissent pas le clair de lune, les contes au clair de lune autour du feu de bois, qui ne connaissent pas le Dundumba, le Yankadi, le Mané, le Yokui, le Kakilambe, il faut aller là-bas, vous allez découvrir les sites, l'habitat africain, et puis les instruments de musique qu'on utilisait et qu'on utilise encore, heureusement d'ailleurs. Donc, c'est une invite aux uns et aux autres d'aller visiter. Alors, monsieur le ministre, selon vous, quel devrait être le rôle des médias dans l'affirmation de notre identité culturelle? Ah, mon cher, vous avez posé une question fondamentale. Chaque fois d'ailleurs que je suis passé dans la radio privée, je les ai reproché de ne voir la culture qu'à travers des œillères. Pour eux, la culture, c'est l'opus de madame ou de monsieur, un tel et une telle au palais du peuple. Je dis que la culture, le tam-tam, n'est pas, c'est pas seulement le tam-tam qui est la culture. Le tam-tam fait partie de tout ce qu'on peut mettre dans le panier, dans la calebasse culture. Donc, cet aspect de la perception de la culture par le peuple, aujourd'hui, avec la technologie, ce n'est pas les médias qu'on doit passer. Et nos médias sont pauvres en programmes culturels. Heureusement qu'il y a CLAP, art et culture, mais je dis aux uns et aux autres que si nos enfants n'ont pas la chance de découvrir l'éclair de lune, d'écouter les contes de la bouche de leur papa, de leur grand-père, de leur grand-mère, les médias peuvent être le vecteur par lequel celui qui est à Conakry peut découvrir l'histoire de Nabi Yoro, l'histoire de grands danseurs, de grands chanteurs, l'histoire, l'épopée de chacune d'une région a une épopée. Les médias ont le devoir, naturellement, d'informer, d'amuser, mais d'instruire et de mettre des plages ou des planches culturelles dans leur programme. Les médias, donc, ils ont un rôle fondamental parce que les villes grandissent et les villages deviennent des villes. Le manguier, l'espace, notre arbre à palabres disparaît. Oui, ça c'est les clairs de lune disparaissent. C'est vrai. Parce que il y a des lampadaires, heureusement, qui vont remplacer cela. Mais si on n'a pas cet environnement, les médias peuvent suppléer ce manque et informer nos enfants, informer la population d'existence de notre culture et qu'on continue à communiquer et à transmettre par la culture. Donc je dis, le rôle des médias
est fondamentale parce que nous allons vers le progrès. On ne peut pas arrêter le progrès, mais nous devons adapter l'évolution du progrès à la conservation de notre identité culturelle. Alors, Excellence, je voudrais savoir votre réaction par rapport à l'absence, je veux parler de l'inexistence des modules comme théâtre radiophonique. Hier encore, je crois, hier avant-hier, j'en parlais. Oui. Moi, mes pièces radiophoniques ont été jouées, sont encore jouées au Sénégal, en France, RFI, on a diffusé beaucoup. Je dis, mais je ne comprends pas que, tout à l'heure, pour en revenir au compte les gens, le théâtre radiophonique est un élément fondamental pour enseigner l'art théâtral, l'art tout court aux uns et aux autres. Les médias ne connaissent pas ça, je crois, il y en a même pas, il y a un médium qui met une plage de théâtre radiophonique à son programme. Ça, je ne peux pas comprendre. Il y a des textes, ça peut inciter les jeunes à découvrir cette technique d'écriture théâtrale. Parce que le théâtre radiophonique, entre 2 ou 3 personnes, est totalement différent du théâtre que vous voyez sur scène. Oui. C'est l'auditeur assis dans sa chambre, dans son appartement ou sous un manguier, écoute, imagine, grâce à ce que dit la radio, imagine toute une scène qui se déroule. Pourquoi les médias guinéens ne sont-ils pas convaincus que le théâtre radiophonique fait partie d'un espace culturel incontournable? Surtout que l'accès est tellement facile. C'est facile, je dis. Vous 2 ou 3 comédiens. À travers le téléphone, à travers n'importe où on peut accéder. Mais tous les soirs dans les pays, les autres pays, il y a des espaces, comment dire, il y a un temps réservé au théâtre radiophonique. Oui. Alors, Excellence, est-ce que vous menez un combat dans ce sens? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Bon, écoutez, quand vous dites à un paysan de labourer la terre, vous lui donnez quoi? La daba, oui, effectivement, ou une charrue, ou un tracteur. Oui. Quand il n'a ni daba, ni tracteur, c'est pas avec les doigts qu'il va creuser la terre. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai d'abord la volonté politique et qui est dégagée par le président. C'est cette volonté que je dois mettre en pratique. Mais il me faut des moyens. J'ai commencé par ça. Les moyens, c'est quoi? C'est les hommes. C'est aussi les moyens financiers, pas énormes, pour pouvoir mettre en branle, pour pouvoir mettre en exécution ce projet de société qui se trouve dans la culture. Et il suffit de peu de moyens. Par exemple, cette année, j'ai l'intention de revenir au passé historique, notre passé historique, en réveillant le festival national. D'accord. En organisant des podiums régionaux, pour sélectionner les meilleurs au niveau de la danse, la chanson, de l'acrobatie, des contes, du roman, de la poésie. Les meilleurs des 4 régions viendront à Conakry pour organiser la quinzaine artistique, le festival national, comme on le faisait avant, ce qui encourageait d'ailleurs beaucoup les créations artistiques. Absolument. Dans tous les domaines. Et en dehors de ça, moi j'ai connu une époque, quand j'étais tout gosse à Conakry, Koka, un des grands créateurs, et d'autres organisaient des soirées de Yankadi, de Makuru, de Koukou, dans les places publiques. Malheureusement, les places publiques continuent de disparaître à Conakry. Donc, organiser des concours de Yankadi, de Mané, de Yokui, dans les quartiers, faire des concours. On n'a pas besoin de scène pour cela. Cette année, j'ai l'intention de relancer, cette activité de création artistique. Et d'abord, ça va montrer aux jeunes qui chantent, qui dansent, qui veulent danser, qu'il y a un modèle. Parce que quand vous dites à des jeunes, allez vers notre culture, non, ça c'est pas... Mais il faut leur donner l'occasion, le moyen de savoir qu'est-ce que c'est notre culture. Oui. Si un enfant, on dit Yankadi, c'est quoi Yankadi? Il n'a jamais vu. Il a entendu des sons, mais ce son va avec des pas, une chorégraphie. Le Kakilambi a un bagarre. Les bagarres d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Alors, c'est non seulement une religion, c'est non seulement une façon de se déterminer, une croyance. Quand on dit Dundumba, en Haute-Guinée, c'est une danse, on dit la danse des hommes forts. Mamaya, par exemple, une danse très gracieuse. Le Yankadi, danse entre la Guinée et la Sierra Leone.
c'est des danses que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas, que même beaucoup d'adultes ne connaissent pas. Donc si j'ai les moyens, c'est remettre au goût du jour toutes ces activités. On n'aura pas besoin d'aller dans des salles de théâtre. Il suffit que dans chaque quartier, on aménage un endroit où il y aura des concours de Soli. Le Soli est en train d'être réveillé à Kindia. Hein. Les jeunes de Kania sont en train de réveiller le Soli. Le Soli, Kania Fare, Yanda, Kania Soli, Yanda, Kania Soli. Oui, ça revient. Ah, ça revient. Ça revient. En Haute-Guinée, le Bamaya et le Dundumba. À Kindia, le Soli. À Conakry, le Yankadi, le Makuru. Dans le Bagata, à Kakande, le Kakilambe. D'ailleurs, vous voyez, sur nos billets, dans les anciens billets, et même dans certaines places, il y a le masque Kakilambe. On dit Nimba, c'est Jumba. Parce que la prononciation, c'est pas le mot Nimba. Cette prononciation est. Quand on dit le masque Nimba, le masque, c'est Bumba. Il faut demander au Baga la bonne prononciation. Donc, phonétiquement, on est allé vers la facilité. On dit Nimba. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça. Quelqu'un qui n'est pas alphabétisé peut absolument découvrir ce passé culturel guinéen. Donc, cette année, je dis l'année de la culture, on va voir des danses dans les quartiers, naturellement maintenant sur scène. Si j'ai les moyens, j'ai encouragé les jeunes à écrire des pièces de théâtre, des interprètes sortis de l'ISAG ou d'ailleurs à interpréter ces pièces-là, mais aussi, naturellement, c'est un outil qu'on utilise quand on écrit. C'est le français. Il faut qu'il sache jacter un programme en français. Très ambitieux. Mais est-ce que vous envisagez un partenariat entre votre ministère et le ministère de la Communication pour la restitution de notre culture à travers les médias? Nous avons mis en place aujourd'hui même une commission qui va nous élaborer un projet afin que quand on va regarder maintenant la télévision, on verra naturellement les informations, on verra ce qui se passe ailleurs, mais on verra surtout l'image de notre culture. Le ministre de la Communication, le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme et moi-même nous sommes rencontrés, nous avons convenu de mettre cette équipe-là qui va travailler pendant une semaine et ce projet va être mis à la disposition du gouvernement. Il devra être financé parce que c'est notre pays où la télévision, la radio n'ont pas de budget de production. On ne peut pas produire de belles pièces, de beaux films sans budget de production. Et comme le président a insisté qu'il faut qu'on monte maintenant à la télévision, ce qui est beau en Guinée, aller envoyer une équipe de télévision pour filmer la Dame de Mali, envoyer une équipe de télévision pour filmer la Casa Palable de Delaba, envoyer une équipe de télévision pour filmer le fort Galieni, le Tata de Samori, Balandou. Un petit documentaire le fortin de Bokeh, par exemple. Le fortin de Bokeh, et en même temps l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on regarde la télévision, on zappe. Dès que les informations sont finies. Pour attacher les téléspectateurs à notre télévision, il faut qu'ils y découvrent un intérêt. Effectivement. Comme chacun dans sa chambre, il n'y a pas un martinet, il n'y a pas un décret qu'on prend. Il faut regarder la télévision guinéenne. Hein. Chez nous, on regarde juste l'information et puis après, s'il y a un décret ou pas. Donc cette année, le ministre de la Communication, le ministre de la Culture, le ministre de l'Hôtellerie, nous avons convenu de changer le programme, changer l'image de notre télévision et en même temps, j'en profiterai, le ministre de la Culture en profitera pour faire connaître une dimension énorme de notre culture et d'éduquer. Parce que je dis, les médias peuvent aussi être une école pour enseigner aux uns et aux autres ce qu'on ne peut pas enseigner à l'école. Voilà, cette année, c'est déjà, votre question est bienvenue parce que nous avions déjà envisagé cela. Ça c'est par rapport au visuel. Mais il y a aussi les représentations qui commence d'abord par la création. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, la Guinée ne dispose même pas d'espace de création. J'ai aussi, dans mon programme, la construction d'un palais justement de la culture. Voilà. J'ai même le projet, les architectes ont déjà élaboré le plan. Il me reste à trouver le financement. Le site est identifié? Le site est identifié, il y a à Kaporo, il y a le site directionnel de Coloma, il y a aussi à Kaporo l'ancienne ferme cubaine. C'est là que m'a donné un petit lopin de terre où je voudrais cette année, Inch'Allah,
si les dieux de la forêt sacrée sont avec nous, et si Allah aussi le veut, si le gouvernement me donne un coup de pouce, il y aura un palais de la culture, un endroit où les créateurs vont montrer au public les objets, les objets de leur création. Et un créateur ne s'arrête pas. Il crée, il conteste, il crée, il conteste. Comment contester? Parce que le public voit ce qu'il a fait. Content ou pas content, en fonction des réactions du public, le créateur améliore sa création. Mais il faut des espaces de rencontre. Il n'y en a pas. C'est le seul pays où il n'y a pas cet espace, à part le palais du peuple, où il y a l'Assemblée nationale, il y a les conférences, il y a les meetings, il y a même là-bas les mariages. Les mariages, le mariage, ça c'est culturel. Les foires, tout c'est au palais du peuple. Mais, et puis c'est dans Kaloum, une entrée, une sortie. Il faut aller vers la banlieue, construire un grand palais de la culture. Des palais. Et c'est pas fini. Dans les 33 préfectures, si mon projet est accepté, chaque préfecture devra avoir son palais de la culture. Un lieu de rencontre, de création, de rencontre entre le public et les créateurs. À Conakry aussi, on est en train de réhabiliter les maisons de jeunes qui peuvent servir. Les maisons de jeunes, le ministre de la Jeunesse et moi, nous sommes rencontrés, on va les appeler les maisons de jeunes et de la culture. Et la jeunesse a besoin de bouger. Si on veut qu'elle bouge positivement et transporter, transposer, transmettre un grand aspect de notre culture, il faut qu'on lui donne les moyens de le faire. D'abord les lieux et les modèles. Parce qu'il peut pas, si on ne fait pas ça, ils vont répéter ce qu'ils ont vu à la télé, c'est-à-dire ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a un son. Vous mettez un son, on met un synthétiseur là et puis hop, ça passe. Mais si les gens viennent en Guinée pour s'inspirer, ce n'est pas ce son qu'ils ont entendu à New York ou à Tokyo qu'ils vont chercher ici. C'est ce qu'ils ne peuvent trouver qu'en Guinée. D'accord. Or, cela, on est en train de le perdre petit à petit. Par rapport à ce modèle dont vous faites allusion, est-ce que vous proposez aux jeunes Guinéens, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? Est-ce que vous proposez un modèle de vie aux jeunes Guinéens? Moi, c'est toute la communauté, toute la société guinéenne qui doit être consciente que les jeunes ont besoin qu'on leur donne un modèle. Et aux jeunes, qu'ils abandonnent la facilité, l'imitation de ce qui se passe ailleurs, qu'ils sachent qu'ils sont nègres, qu'ils soient fiers d'être noirs, d'être guinéens. Et être guinéen, être nègre, c'est culturel. Ce n'est pas la couleur de la peau. C'est d'abord la langue. Chacun devra posséder la quintessence de sa langue maternelle. Une culture se transmet plus facilement et plus durablement par la langue. Nous avons plusieurs langues, heureusement, qui sont toutes complémentaires. Donc les gens doivent abandonner cette facilité et doivent aller à la richesse de leurs racines. Personne ne peut vivre sans racines. C'est le titre d'un de mes poèmes. D'accord. Aujourd'hui, Excellence, qu'est-ce qui fait que la jeunesse occidentale, par le biais de l'Internet, est mieux informée de notre culture que notre jeunesse? D'abord, moi j'ai donné des cours de danse à Paris pendant plus de 25 ans. J'ai constaté que chaque fois que je venais en Afrique, les jeunes dansaient autre chose. J'ai constaté que les jeunes européens à qui j'apprenais le yankadi, le yokui, le mané, le kakilambe, le koukou, le sabar, parce que j'ai toutes les danses africaines. J'ai constaté que ces blancs-là captaient ce que je disais et en faisaient leur matelas sur lequel ils dormaient nuit et jour. Et la technologie est venue, Internet. Ils sont passés par ça pour continuer à se former et à aller dans toutes les cultures. Et nos jeunes, non seulement, on n'a pas donné les moyens pour que l'Internet soit un objet de vulgarité dans toutes les écoles. Comme le téléphone. Comme le téléphone. Et le contenu de ce qu'on met dans l'Internet, c'est ce que l'Europe et l'Amérique mettent dedans. Parce que c'est eux qui sont à la création, à l'origine de cette... Donc, ils mettent leur culture. Toute information est désinformation. Si nous continuons à boire ce que l'Amérique, l'Europe, l'Asie même, mettent dans l'Internet, dans les téléphones, nous allons consommer une partie de leur culture. C'est à nous maintenant de mettre dans ces nouveautés
technologique, une partie de notre culture, pour amener les autres à consommer ce que furent nos ancêtres. Donc nos jeunes aujourd'hui, ils maîtrisent très peu l'Internet, surtout en Guinée, au Sénégal, au Mali, mais les gens... Peut-être avec l'avènement de la fibre optique, ça va résoudre. Oui, mais la fibre optique, mais quand la facilité est là, il faut aussi qu'on leur enseigne qu'il y a des écoles de performance pour apprendre à pianoter un ordinateur, à entrer dans la technologie. Parce que vous savez, les petits Asiatiques, vous savez... les jeunes Philippins là, qui a réussi à entrer dans le Pentagone en manipulant Internet. Mais l'Asie est aujourd'hui en tête. Oui. L'Inde est le pays dans lequel l'informatique est le plus développée. Oui. Et les ingénieurs indiens vont travailler en Europe. Donc la fibre optique, c'est très bien. Ça va accélérer la communication, le rythme. Oui. Mais la technique, il faut apprendre. Il faut qu'on se décide à apprendre à nos enfants. Le vrai, il faut qu'on leur apprenne à être concurrentiels. Oui. Sinon, les hôtels, le régime du président Alpha Condé, tout ce qu'on est en train de faire là, vous ne pouvez pas imposer à un investisseur d'embaucher les Guinéens si le Guinéen c'est même pas pianoté. Il va prendre un Malien, un Sénégalais, un Sierra-Léonais, un Libérien. Oui. Donc nos jeunes doivent savoir que leur avenir, naturellement le gouvernement ouvre le sentier, mais c'est à eux de trouver un vélo. Il faut une prise de conscience individuelle. Il faut se former. Mettez vos enfants à l'école, mettez vos enfants qu'ils apprennent un métier, qu'ils apprennent la technologie, qu'il ne faut pas qu'on soit obligé pour développer la Guinée de faire appel aux ressources technologiques qui viendront de pays voisins et d'Europe. Parce que celui qui va mettre $1000 en Guinée pour investir $1000, il veut prendre des gens qui sont capables de lui donner $1000 plus $10, $20. Il ne prendra pas quelqu'un qui va lui... C'est comme quand on entend certains parler de l'emploi des jeunes par-ci, l'emploi des gens, des jeunes par là, il faut se former. À compétence égale, le Guinéen sera choisi. Oui. Mais si le Guinéen n'est même pas compétent pour que l'investisseur puisse trouver le capital et les intérêts, le Guinéen ne sera pas embauché. Vous mettez un crapaud et un lézard pour grimper un arbre. Le lézard va grimper, le crapaud va sauter, va retomber. Oui. Guinéens, cessez d'être des crapauds, soyez des lézards pour monter. Plus haut. D'accord. Alors, Excellence, que pensez-vous de la musique, par exemple, urbaine? La musique urbaine est un mode d'expression de la jeunesse. On ne peut pas l'interdire. On ne peut pas la guider. La création artistique est un domaine de liberté totale, dans lequel, pour arrêter la liberté, il faudra encore une dose de liberté. Seulement, la musique urbaine de Guinée, du Sénégal, du Mali, de partout ailleurs, c'est une unicité. Moi, je dis que cette musique urbaine doit refléter la spécificité culturelle guinéenne. C'est un modèle d'expression musicale, un modèle d'expression culturelle. Pour être porteur de projet, il faut que la musique urbaine guinéenne soit l'interprète, soit la transposition de notre identité culturelle. Cette musique urbaine n'est pas en concurrence négative avec la musique traditionnelle. Moi, je suis un baoua traditionnel, j'adore la musique urbaine, je suis de connivence même avec les gens de la musique urbaine, mais je dis que ce n'est pas, si je vais à Dakar, ce que j'entends là-bas, si c'est la même chose que j'entends ici, bon, je dis que les gens doivent rechercher, faire la recherche. Il faut aussi que le Guinéen sache que même le talent se travaille. Ils doivent être des professionnels. Effectivement. Par rapport à ce professionnalisme, Monsieur le ministre, on vous a vu à la présidence accompagner Takana Zayon, par exemple. Pour vous, Takana, c'est une vedette? Takana Zayon, vedette, il donne 1000, 2000, 10 000, 50 000 personnes quand Takana Zayon joue. Takana Zayon a été sacré meilleur reggaeman africain 2012. Le reggae n'est pas guinéen, monsieur le ministre. Le reggae n'est pas guinéen. Mais le reggae, je dis, il ne faut pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre un décret pour dire tel genre de musique est interdit. Tel genre de musique doit... Non, le reggae est jamaïcain. La Jamaïque est une petite île qui domine aujourd'hui le monde entier.
à travers le reggae. Le Yankadi est guinéen, le Mané est guinéen, le Yokui est guinéen, mais ça s'arrête à Conakry, ça s'arrête à Guinée, et même aujourd'hui nos enfants ne connaissent pas. Comment faire pour que le Mané, le Yankadi, le Yokui soient concurrentiels avec le reggae de Bob Marley. Un gars comme Alpha Blondy, il a commencé à chanter le reggae, il a mis le malinké dedans, le Jula. Oui. C'est la première fois qu'on entendait un reggaeman chanter en Yula, oui. Pas en anglais. Donc, à nos jeunes, je dis, il faut que notre identité culturelle soit reflétée dans les expressions musicales, artistiques de nos jeunes. C'est ainsi qu'ils mériteront de leurs ancêtres. Concrètement, Monsieur le ministre, quelles devraient être les sources de création de ces jeunes-là? La recherche, le refus d'aller vers la facilité, le refus d'aller vers, de copier parce que ça va être bon là-bas, on applaudit. Non, la recherche, l'artiste, le créateur cherche. Le créateur ne se contente pas d'imiter, ne se contente pas de prendre ce qui a réussi. Il met sa note, il met sa touche d'originalité. Les jeunes doivent aller dans cette école de la difficulté. Toute création est difficile parce que vous innovez, vous embranchez un domaine inconnu, mais vous foncez quand même. Le créateur vise l'absolu que jamais il n'atteindra. Mais en allant vers l'absolu, le créateur fait des routes, fait des chemins, des sentiers. Les autres prendront ce sentier, ils en feront des autoroutes. Toute création, je dis, est difficile. Toute innovation est difficile en matière culturelle. Donc, je dis, moi, je suis attaché à mes racines parce que je dis, je communique, je transmets à l'humanité par ma culture. Et je me battrai pour que cette culture-là soit mon vecteur de communication et que je me mette dans la confrontation des cultures, que je me mette à égalité avec les autres. Pourquoi pas au niveau supérieur, puisque l'humanité a poussé son premier souffle en Afrique. Je voudrais être encore dans le début de l'humanité. Nous fûmes les premiers. Aujourd'hui, nous sommes les derniers. Sauf en matière culturelle. Nous tendons la main pour mendier, pour manger, pour nous habiller, même pour parler, on parle en français là. La seule chose qu'on peut donner en tendant la main, c'est notre culture. Alors, refusons qu'elle soit mondialisée, cette culture. Mais vous, jeunes, soyez spécifiquement africains, guinéens, Soussou, Poulard, Malinké, Guérzé, Thomas et j'en passe. Alors, ça c'est par rapport aux créations, bien sûr, mais il y a aussi des droits. Parlons à présent du Bureau guinéen, par exemple. Le Bureau guinéen des droits d'auteur, vous savez, nous nous sommes battus à l'Assemblée nationale pour que j'étais député. C'était un combat homérique pour que le gouvernement supplée le manque qu'on constatait par le refus ou l'absence de paiement des droits, des redevances aux créateurs artistiques. Parce que quand vous créez une chanson dans la solitude, dans la difficulté, dans l'obscurité, cette chanson, vous arrivez à la mettre sur CD. Cette chanson, vous donnez un spectacle, on vous donne votre cachet. Mais cette chanson est reprise par d'autres, par les radios par exemple, par les compagnies de téléphonie, par d'autres vecteurs de transmission. Et ceux qui font ça gagnent de l'argent. Vous avez un droit inaliénable sur cet apport, sur cet argent que les gens captent en utilisant votre création. Vos œuvres. Donc le gouvernement a accepté, puisque le Guinéen, on ne peut pas dire au Guinéen, vous avez une radio, vous avez une télévision, vous payez une taxe. Bon, le gouvernement a accepté de payer, au début c'était 200 millions de francs guinéens par an. Et ensuite, libre au BGDA de s'adresser aux compagnies de téléphonie, aux radios, de payer chaque fois qu'ils utilisent la chanson d'un Guinéen qui paye une taxe, qui paye une redevance. Cette redevance est collectée par le BGDA. Le BGDA retire ses frais administratifs et redistribue aux ayants droit. Mais pas de manière égalitaire, parce qu'un orchestre a un chef d'orchestre. Le batteur et le chef d'orchestre n'ont pas le même cachet. Donc, et puis,
quand on dit, il y a un gars comme, un chanteur comme Takana Zion, il vend des milliers de disques. Moi, si je chante comme un corbeau, je vais vendre une dizaine de disques. Je ne peux pas prétendre que le BGDA va me donner la même somme qu'il va donner à Takana Zion. Mais donc, ce bureau guinéen des droits d'auteur a un autre calvaire, c'est le piratage des œuvres artistiques. Les gens écoutent une musique, ils vont à côté, en Guinée-Bissau, au Sénégal, au Mali, ils dupliquent votre CD, ils reviennent en Guinée, comme les frontières sont poreuses, ils vendent sans passer par... Parce que le BGDA ne prélève les taxes que les œuvres déposées au BGDA. Et les produits sont vendus au marché. Quand l'original est vendu 5 000 francs, et ils vendent 3 000. Le créateur, le chanteur n'a aucun centime de ce qui est vendu là. Ça, c'est le piratage. Mais c'est une plaie. Elle n'est pas guinéenne seulement, elle est africaine, même mondiale. Mais l'Afrique, dernière réunion à laquelle j'ai assisté à Kinshasa, il est question encore qu'on rassemble nos efforts, qu'on mutualise nos idées, nos efforts, afin de combattre le piratage des œuvres artistiques. Donc, l'artiste vit de sa création sur scène, il a un cachet, mais il a droit à des redevances sur ses œuvres de création 80 ans après sa mort. C'est presque les générations peuvent continuer. Avant sa mort même, on peut affecter aux ayants droit. Absolument, voilà, absolument. Oui. C'est le créateur a droit et ses ayants droit. Pendant 80 ans, ça tombe maintenant dans le domaine public. Mais d'ici là, pour le moment, même si vous voulez en vivre pendant quelques semaines ou quelques mois, les créateurs aujourd'hui, ils ont à peine... Naturellement, on leur dit, vous êtes de comédien, dès que quelqu'un passe au palais du peuple, on l'acclame, il a 50 millions, il croit qu'il est fini, qu'il est comédien, qu'il est chanteur, qu'il est musicien. Non, il faut qu'il continue, il ne faut pas qu'il s'arrête au cachet qu'on lui donne, qu'il vive au-dessus de ses moyens. Ce qu'il doit gagner, il doit le mettre dans les efforts qui doivent l'amener à créer de nouvelles choses, afin que le public ait toujours envie d'écouter un chanteur, ait envie de lire un poète, ait envie d'aller voir une pièce de théâtre, ait envie d'écouter un conteur. J'espère que les médias qui m'écoutent vont mettre des contes, des légendes dans les radios. C'est notre culture. C'est ce qu'on envie à l'Afrique. Oui. Excellence, très bientôt, la plus grande rencontre du cinéma africain, le FESPACO. Mais malheureusement, le cinéma chez nous est devenu un moyen de communication plus rare. Alors, que faut-il pour l'imposer? Mais ce pays est un pays mystique, mythique et bizarre. Le premier Africain qui a fait un film en 1922, c'était un Guinéen. Oui, c'était qui? J'ai oublié son nom, mais vous allez faire des recherches, c'était un Guinéen. D'accord. Le premier Africain. Et aujourd'hui, avec la révolution, le PDG avait réussi à mettre la création cinématographique à un niveau vraiment, à un niveau de présence. Naturellement, c'était des œuvres destinées à magnifier, à louer un régime, à chanter les gloires d'un régime. Aujourd'hui, le cinéma guinéen est absent parce qu'on dit c'est cher. Chaque fois qu'on a dit pour la création culturelle, artistique que c'est cher, on a commis un crime. La Guinée, le gouvernement doit comprendre que le cinéma a besoin d'être financé. J'ai dit, l'investissement est à long terme. Si la Guinée, qui est un pays de culture, donc un pays de cinéma, nous avons l'obligation culturelle, l'obligation politique d'être présent dans tous les forats où se rencontrent les artistes, où compétissent les créateurs. Nous sommes le Burkina Faso, le FESPACO, et le Burkina Faso a le FESPACO, le Sénégal, je crois, a un festival des arts nègres. Des arts nègres. Le Mali, c'est la photographie. Et nous n'avons rien. Même le djembé, la Guinée qui est la meilleure musique djembé, c'est en Guinée, on n'est même pas capable de créer ici un festival de djembé. Moi, j'avais proposé l'an dernier de faire un festival de Kora.
la Cora en invitant les pays comme la Gambie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, non, la Côte d'Ivoire, mais il me manquait de moyens. Oui, quand on n'a pas les moyens de ses ambitions. Ah voilà, l'ambition tombe par terre, la poussière recouvre l'ambition. Donc le FESPACO va se passer sans qu'il y ait un film guinéen. Oui, les Guinéens qui créent sont à l'extérieur. Mais j'ai vu quelques créations cinématographiques des gens qui sortent de l'ISAC. Bon, des petits courts-métrages, ben, c'est encourageant. Il faut aider, pardon, je vais dire, monsieur le ministre de la Culture, demander à votre gouvernement d'aider ces jeunes cinéastes-là. Parce que vraiment, ils vont dans les écoles, ils intéressent les enfants à l'art cinématographique. Comme moi, je suis en train d'intéresser les enfants à l'art poétique. Je vous retourne la flèche. Je me suis adressé à monsieur le ministre de la Culture. Ah, ok. Monsieur le ministre de la Culture, oui. Je vous demande de demander à votre gouvernement de mettre le paquet pour que le cinéma guinéen soit présent dans toutes les rencontres cinématographiques africaines, sinon pas, pourquoi pas mondiales. Ok. Moi, je me dis quelque part aussi, monsieur le ministre, que c'est pas un problème de moyens, parce qu'il y a par exemple une structure qui organise une rencontre qui est subventionnée par l'État. Je vais faire allusion au livre. Ah là, vous tombez bien là. C'est une question que j'écrivais dans un hebdomadaire de la place. Je me demandais, monsieur le président, là, ça n'a compté. Faites en sorte que les intrants qui entrent dans la fabrication d'un livre soient complètement dédouanés. C'est-à-dire qu'on n'ait aucune taxe à payer là-dessus. Parce que le livre est incontournable. Les éditeurs guinéens ont baissé les bras, parce que quand vous prenez un livre, vous voulez l'éditer, vous voyez d'abord, est-ce qu'il va être acheté? Parce que s'il n'est pas acheté, si vous ne pouvez pas le vendre, ou l'argent que vous mettez dans le, vous ne pouvez pas le récupérer. Et donc, celui qui a écrit n'aura même pas les droits d'auteur. Donc, le domaine du livre, je crois, on a lancé la caravane du livre il y a 5 ou 6 jours. Et les 72 heures de livre, les 72 heures de livre vont avoir lieu au mois de mars avec l'Harmattan et d'autres éditeurs. Le salon de Paris, où le monde entier se rencontre dans le domaine livresque, ce salon de Paris, on ne doit pas être absent. Donc, l'État, encore, monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du patrimoine historique, encore, celui qui est là, le fils de ma mère, s'adresse à vous pour impulser cette politique d'intervention de l'État, soit par l'engagement de l'État à acheter des livres écrits par des Guinéens, à acheter 50 000 livres, 50 000 comment dire, unités. Si on fait un éditeur, monsieur, le livre que vous allez éditer, l'État s'engage à payer 50 000 exemplaires, 100 000 exemplaires. Oui, mais il ne s'agit pas d'acheter... Non, je vais dire. Si l'État achète, l'éditeur va éditer. Et le prix du livre va baisser. Le petit Mamadou, la petite Fanta, qui veut acheter et qui n'a que 50 000 francs par mois, le livre coûte 100 000 francs. Si le livre revient à 20 000 francs, la petite Aminata, c'est le nom de ma mère, va pouvoir acheter ce livre-là, lire et découvrir un plaisir, mais indescriptible. Justement, par rapport à la lecture, monsieur le ministre, le Guinéen ne lit pas. Hein. Souvent, vous pouvez donner une carte à quelqu'un tout à l'heure et puis il vous demande de quoi il s'agit. Au lieu de parcourir... Et c'est les intellectuels. Ce n'est pas le président de mon village. Les intellectuels ont désappris. On lit le livre, on lit le journal, le titre. Le titre, et puis voilà. Et puis on se contente. Cette paresse de l'esprit, l'homme ne vit pas que de bol de riz. Guinée intellectuelle. Et puis, quand votre enfant vous voit lire, une fois, 2 fois, tous les soirs vous lisez, l'enfant aime imiter, il va se mettre à lire des petites choses, et puis il va découvrir le plaisir qu'on ne trouve que dans la lecture d'un livre. Le Guinéen ne lit pas, le Guinéen ne lit plus. Avant, le Guinéen lisait. Vous savez, en temps colonial, la Guinée et le Bénin étaient considérés comme le quartier latin de l'Afrique. D'accord. Lors de mon dernier voyage au Zaïre, au Kinshasa, à RDC, les Congolais m'ont demandé, mais monsieur le ministre, où est la Guinée? Mais je dis, la Guinée géographiquement est au moment de... Non. Pour nous, la Guinée, c'est la culture, c'est la littérature, c'est la chanson, c'est... Donc, la Guinée doit recouvrer cet espace d'expression. C'est ce nimbe de célébrité. La Guinée doit recouvrir cela. C'est un devoir, c'est un plaisir, mais c'est surtout un devoir
nous avons été considérés, nous sommes considérés encore comme un pays de culture. Quand je dis culture, je ne parle pas seulement que du livre, que de la danse, que de la chanson, mais une définition holistique qui embrasse tout. Nous avons une obligation morale, politique. Monsieur le Président, cette obligation, Monsieur le Président, vous êtes écrivain. Le gouvernement a une obligation politique d'aider de sorte que le Guinéen se mette à lire, que les Guinéens écrivent, que quand ils écrivent, que leurs écrits soient mis à la disposition du public, donc que ce soit édité. Oui. Aider les éditeurs guinéens. Moi, beaucoup de livres ont été édités à l'extérieur quand j'étais à Paris avec mon ami Alpha Ibrahamasso. Oui, comme vous êtes ministre, est-ce que vous ne pensez pas aider aussi ces écrivains qui sont là pour qu'ils soient aussi édités en France? Je suis d'accord que ces livres soient édités en France, mais je dis qu'il faut transporter, c'est une technologie. Nous pouvons transporter cette technologie-là en Guinée, au lieu que le livre soit édité à Paris, parce que quel que soit l'abaissement de prix, un livre édité à Paris coûtera plus cher qu'un livre édité en Guinée. Donc, pour la qualité... Est-ce qu'il faut attendre que cette technologie soit transférée? Non, elle est là, elle est présente là. Ah, ok. Les éditeurs, si on leur donne le moyen, mais en un mois, tout ce qu'on peut faire à Paris pour éditer un beau livre, ou à New York, cette technologie peut être transportée ici, mais même par Internet. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est la volonté politique qui doit être suivie par des actions concrètes, des actes à poser. Alors, Excellence, comme nous sommes pris par le temps, je crois que je suis... Ah, le temps, arrête de passer le temps. Il faut dire votre temps de... D'accord. Je suis obligé de combiner ces deux questions. Il y a d'abord les difficultés que vous rencontrez pour la réalisation de tout ce beau programme que vous venez d'étaler. Ensuite, les perspectives. Alors, vous savez, l'homme de culture est immortel. Oui. L'homme de culture se projette éternellement. Tout à l'heure, je disais que l'homme de culture vise l'absolu. Oui. Et celui qui veut être ministre, planton ou ambassadeur vise le relatif, qui commence et finit. Ottavio de Moravia, un philosophe italien, disait que l'intellectuel qui se respecte vise l'absolu. Il ne doit jamais cesser de viser l'absolu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se débarrasse, je vais être ministre, je vais être planton, je vais être gendarme, Non, il faut qu'il aille aussi loin que possible. Il faut qu'il aille conquérir l'impossible. Donc, l'homme de culture que je suis, et que je voudrais continuer à rester, voudrais faire en sorte que les Guinéens aient le moyen d'aimer la culture, de la valoriser. Et la valoriser quoi? C'est donner les moyens aux médias, qui, grâce à ces médias-là, on me voit certainement dans les quatre coins de la Guinée, et même parce que notre télévision est sur satellite, et que les Guinéens qui sont là-bas se mettent à écrire et à communiquer avec la télévision guinéenne à travers votre émission, pour que la culture guinéenne devienne universelle. D'accord. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes pris par le temps. Le temps, vous avez tout fait malheureusement. Mais oui, bon, comme le disait, le temps suspend ton vol au lac, le poète guinéen, je dis, le poète français Lamartine, temps refuse. Donc, faisons en sorte que le temps ne nous laisse pas derrière, parce que la vie est dynamique. Si nous restons, si nous ne bougeons pas, la terre va continuer à tourner. Et elle va nous retrouver là où on est, et nous serons enterrés. Alors ce qui serait mieux, mesdames et messieurs, c'est de tourner avec la terre. Il faut tourner avec la terre. Pour la livraison de cette émission, nous étions avec monsieur Ahmed Tidiane Cissé. Il est écrivain, poète, dramaturge, professeur de danse et ministre de la Culture dans l'émission des Arts et de la Culture Club. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous tendre ce micro. Le rendez-vous est donné pour la prochaine livraison. Merci de votre fidélité et à la prochaine.